Dans un garage, Charlie répare l'avion que sa femme Sarah lui avait offert pour son anniversaire. Sarah l'interrompt pour lui dire qu'elle part bientôt, en conférence d'affaires à Londres. Elle l'invite encore une fois à l'accompagner, mais Charlie refuse car il a beaucoup de travail. Un peu plus tard, Charlie arrive au siège de la CIA, sur le chemin du département de décryptage et d'analyse. Il passe à travers toutes les machines de sécurité qu'il a lui-même inventées avant de finalement se mettre au travail. Soudain, il reçoit un message d'inquiline, une personne mystérieuse avec qui il est en contact depuis des années. Comme d'habitude, elle lui propose des informations classifiées précieuses à vendre, mais cette fois, elle l'avertit que ces documents pourraient mettre la CIA en danger. Charlie essaie de deviner sa localisation et propose Istanbul, mais Inquiline l'ignore. Ensuite, il se met à analyser le matériel, mais étonnamment, même un génie comme lui n'arrive pas à casser le code. Après sa pause déjeuner, Charlie retourne à son bureau et reçoit un appel de Sarah, qui lui dit qu'elle est bien arrivée à Londres. Mais Charlie le savait déjà, car il suivait ses déplacements. Il ne parle pas longtemps, car il est pressé de retourner sur les documents mystérieux. Comme il n'arrive toujours pas à les décrypter, il emmène son ordinateur dans la zone restreinte, où un système plus avancé l'aide à progresser plus vite. Après un moment, il parvient enfin à ouvrir les fichiers, et ce qu'il découvre le laisse sous le choc. Ce sont des dossiers gouvernementaux top secrets révélant qu'une frappe de drone, déguisée en attentat-suicide, a été autorisée puis couverte. Les images des journaux rapportent 150 morts, dont des forces spéciales françaises et des marines danois. Toute cette opération a été organisée par le chef Moore, qui est aussi le supérieur de Charlie. Ce soir-là, à la maison, Charlie essaie d'appeler Sarah, mais elle ne répond pas. Alors il lui laisse un message vocal. Le lendemain, Charlie arrive au bureau et trouve Moore qui l'attend. Moore l'emmène dans le bureau d'O'Brien, la nouvelle directrice. Elle lui explique qu'il y a eu une attaque terroriste dans un hôtel à Londres et que Sarah est parmi les victimes. Charlie refuse d'y croire et veut l'appeler. Alors Moore allume la télévision pour lui montrer les informations. Le journaliste décrit comment 4 terroristes ont fait irruption dans l'hôtel, pris 4 otages et tué 2 d'entre eux. Ensuite, Moore diffuse les images de surveillance de l'hôtel qui montrent tout le chaos durant l'incident et confirme que Sarah fait partie des victimes. Quand Charlie rentre chez lui, il trouve des dizaines de journalistes qui attendent une interview et la police qui essaye de les retenir. Un ami aide Charlie à entrer dans la maison sans être dérangé. Le lendemain, Charlie confronte Moore et le superviseur Caleb car il est très méfiant. Il n'arrive pas à croire que les terroristes aient pu échapper aux milliers de caméras de Londres, sans parler de la circulation. Moore lui promet qu'une enquête est en cours, mais Caleb lui demande de rentrer chez lui. Le jour suivant, Charlie se rend à l'aéroport pour récupérer le corps de Sarah et ses affaires personnelles. À la maison, il ouvre la valise et trouve un cadeau que Sarah lui avait acheté, ce qui le brise complètement. Fatigué de rester seul, Charlie retourne travailler et utilise l'ordinateur, restreint pour pirater les caméras de l'hôtel et des rues voisines. Il reconstitue la chronologie des événements et la montre à ses supérieurs. Les 4 terroristes ont volé un véhicule dans l'East End, puis sont entrés dans l'hôtel par le service, où ils ont effacé toutes les empreintes et traces d'ADN. Apparemment, ils avaient un rendez-vous avec Impact Investments, une société d'Indonésie, mais quelque chose a mal tourné et une dispute a éclaté dans le couloir. Un des agents de sécurité s'est énervé et un terroriste a ouvert le feu, tuant un garde et en laissant un autre grièvement blessé. La sécurité de l'hôtel a immédiatement donné l'alerte et appelé la police. Désespérés de quitter le bâtiment sans être pris, les terroristes sont entrés dans une salle de conférence et ont capturé des otages. Sarah a été emmenée parce qu'elle avait essayé d'aider certains participants à s'échapper. Charlie a lancé une analyse vocale et faciale et a réussi à identifier les 4 terroristes. Il s'agit de Mishka, originaire de Moscou, Lawrence, un ancien soldat des forces spéciales sud-africaines, Horst, un mercenaire, et Gretchen, une ancienne officier du renseignement. En remarquant l'absence de réaction de Caleb et Moore, Charlie comprend qu'ils étaient déjà au courant. Ils lui disent qu'ils s'en occupent et l'envoient voir un psychologue. Le lendemain, Charlie cache une puce dans son badge et passe les contrôles de sécurité sans qu'elle soit détectée. Dans son bureau, il imprime tous les fichiers classifiés et utilise un dispositif magnétique sur l'imprimante. Pour en faire une copie numérique, le soir, Charlie va dans un bar et ne cesse de fixer le jukebox. Le lendemain matin, il confronte à nouveau ses supérieurs avec les dossiers imprimés.
il énumère toutes les missions sales de Moore, comme le bombardement d'un hôpital en Syrie et l'attaque d'une base alliée au Yémen, qui ont fait des milliers de victimes civiles. Il les menace de tout transmettre à la directrice et révèle qu'il a déclenché un mécanisme de sécurité. S'il n'entre pas un code toutes les 5 heures, les preuves seront envoyées aux plus grands médias. En échange de son silence, Charlie exige une formation complète de la CIA, de faux passeports, de l'argent liquide, une arme et des informations sur les assassins de Sarah. Après la réunion, Charlie retourne à sa voiture et vomit sous le stress. Au bureau, Moore affirme que ce mécanisme est un bluff, mais Caleb rappelle qu'ils ne peuvent pas prendre ce risque. Ils prévoient de chercher le dispositif, et si c'est bien un bluff, ils pourront organiser un accident mortel pendant l'entraînement. Peu après, Caleb et son équipe essayent de comprendre comment Charlie a copié les fichiers confidentiels. Ils évoquent l'hypothèse d'un dispositif magnétique inutilisable sur leurs ordinateurs sécurisés mais efficace sur une imprimante. En vérifiant les caméras de surveillance, ils confirment que Charlie a acheté une bande magnétique en magasin, mais ils ignorent encore comment il l'a fait entrer et sortir du bâtiment. L'équipe fouille aussi la maison de Charlie et découvre qu'il est allé 2 fois dans un certain bar. Sur place, ils trouvent un CD d'ABBA sous le jukebox. Caleb choisit ce CD dans le catalogue du jukebox et n'entend que du bruit. Alors il l'extrait et le conserve comme preuve. Pendant ce temps, Charlie arrive dans un centre d'entraînement de la CIA où il est accueilli par le colonel Henderson. ZOS 505. Il commence au stand de tir, mais malheureusement Charlie n'est pas un bon tireur. Il doit être très proche de la cible pour viser correctement. En revanche, en matière de fabrication de bombes, Charlie s'avère extrêmement rapide et impressionne Henderson. Ensuite, il doit mémoriser sa nouvelle identité, mais Henderson le brutalise pour qu'il soit capable de réciter ses informations même sous pression. Enfin, il fabrique ses faux passeports. Ce soir-là, Henderson lui rend visite et lui dit qu'il n'est pas un tueur. Charlie insiste pourtant, il veut la justice. Henderson lui tend alors une arme et lui demande de la pointer sur sa poitrine. Les mains de Charlie tremblent sans cesse et il finit par abaisser l'arme. Au bureau, les agents passent plusieurs heures à déchiffrer le CD jusqu'à découvrir que Charlie bluffait à propos du mécanisme de sécurité. Ils en informent immédiatement leurs supérieurs, ignorant que Charlie les espionne. En réalité, la puce qu'il avait cachée dans son badge était un mouchard qu'il avait placé sur les dossiers donnés à ses supérieurs. Moore appelle aussitôt Henderson et lui ordonne d'arrêter Charlie, mais celui-ci s'est déjà échappé. Après avoir raccroché, Moore remarque enfin le dispositif et parle directement à Charlie, l'accusant de trahison. Charlie se débarrasse de son oreillette avant d'embarquer dans un avion. Une fois arrivé à Londres, il passe la douane et part vers Paris. Son faux passeport apparaît dans les fichiers de la CIA, alors Moore envoie Henderson à ses trousses. À Paris, Charlie loue une chambre d'hôtel près du restaurant où Gretchen est souvent vue. Finalement, elle se montre et il peut commencer à suivre son téléphone. Charlie passe ensuite la journée devant l'immeuble de Gretchen et attend qu'elle sorte. Lorsqu'un locataire quitte l'immeuble, il en profite pour entrer. Puis il suit un tutoriel en ligne pour crocheter la serrure de l'appartement de Gretchen. Il fouille et prend des photos de son emploi du temps. Il trouve aussi une arme dans un tiroir qu'il décide de garder. Mais son traceur l'avertit que Gretchen rentre. Il se précipite donc dans l'escalier pour l'attendre. Quand elle arrive enfin, il n'arrive pas à appuyer sur la gâchette. Déçu, il retourne à l'hôtel et s'imagine que Sarah l'attend. Après s'être calmé, il examine de près les photos et découvre que Gretchen se rend souvent à l'hôpital. En piratant son dossier médical, il apprend qu'elle a de graves allergies. Le lendemain matin, Charlie achète une grande quantité de fleurs. Puis il attend Gretchen au café et la suit jusqu'à l'hôpital. Gretchen passe des examens quand le médecin remarque un dysfonctionnement de l'ordinateur et sort. Chercher de l'aide. Charlie entre déguisé en docteur et verrouille Gretchen dans la machine. Elle panique, mais Charlie ignore ses cris et commence à remplir la chambre de pollen. Le médecin et une infirmière entendent du bruit, mais la porte est verrouillée. Gretchen s'affaiblit à cause de ses allergies et Charlie lui dit qu'il l'aidera si elle lui révèle où trouver Horst, car c'est lui qui a tiré sur Sarah. Mais Gretchen n'arrive pas à parler, alors Charlie ouvre la chambre. Elle en profite pour le repousser violemment contre le bureau. S'ensuit une bagarre où ils se projettent l'un l'autre contre les meubles. Charlie sort son arme, mais Gretchen le met au sol et ouvre la porte pour s'enfuir. Charlie la poursuit désespérément jusque dans la rue. Mais avant qu'il puisse tirer,
Gretchen est percutée par une voiture. Horrifié, Charlie se force à s'approcher pour prendre son téléphone, puis s'enfuit en jetant sa blouse dans une poubelle. À l'hôtel, il lave le sang et prépare ses affaires. Ce soir-là, il prend un billet de bus pour Marseille. Bientôt, la CIA apprend la mort de Gretchen. O'Brien demande des explications à Moore, qui répond simplement que Gretchen semble avoir été tuée par l'un des leurs. Ce soir-là, Charlie noie sa culpabilité dans l'alcool. Il croit voir Sarah danser, mais en se rapprochant, il réalise que c'est une femme qui lui ressemble seulement. Puis, il aperçoit Henderson s'approcher et panique. Il bouscule des clients pour fuir le bar et court dans les rues avant de trouver un autre bar où se cacher. Henderson l'y retrouve, alors Charlie court se réfugier aux toilettes et verrouille la porte. Malheureusement, il n'y a pas de fenêtre. Il est obligé de ressortir. Il s'assoit au bar avec Henderson, qui lui explique qu'il l'a retrouvé grâce au téléphone de Gretchen. Après une brève discussion, Charlie lui montre un minuteur sur son téléphone et s'échappe avant qu'une bombe n'explose dans les toilettes. Le chaos envahit le bar et Henderson perd sa trace. Le traceur sur son téléphone ne fonctionne plus non plus. Le lendemain, Charlie contacte Inquiline pour lui demander de l'aide et monte dans un avion cargo pour la Turquie. À Istanbul, il entre dans un restaurant et envoie un message à Inquiline. Remarquant le téléphone d'un homme qui sonne, il essaie de l'approcher, mais une femme l'arrête et lui dit de regarder son propre téléphone. Plus tard, elle le rejoint à nouveau dehors et confirme qu'elle est Inquiline. Elle sait déjà pour sa femme et lui demande de cacher son sac et son chapeau dans un sac de course. Inquiline lui demande de faire semblant de faire des courses, puis lui fixe rendez-vous dans un garage. Un peu plus tard, elle le conduit chez elle. Pendant le trajet, Inquiline raconte qu'elle est devenue hackeuse 6 ans plus tôt, après la mort de son mari qui travaillait pour la CIA et pour les services russes. C'était lui le véritable Inquiline, et il lui avait tout appris. L'histoire officielle dit qu'il est tombé accidentellement d'une fenêtre. Arrivée chez elle, elle avoue que c'est le seul endroit où elle a réussi à rester plus de 3 ans, et qu'elle est fatiguée de fuir. Si les Russes viennent la chercher, elle a une arme pour mettre fin à ses jours. Puis ils discutent du dossier. Horst est le chef qui recrute les mercenaires pour Moore. Lawrence est un trafiquant d'armes. Alors Inquiline propose de se faire passer pour une vendeuse d'armes afin de le contacter. Enfin, il y a Mishka qui voyage beaucoup et publie tout en ligne. En examinant les photos, il repère une femme avec lui. La reconnaissance faciale les conduit à son compte Instagram et il confirme qu'elle est en Espagne. Le lendemain, Caleb dit à son équipe de surveiller les terroristes pour retrouver Charlie. O'Brien rencontre Moore et lui dit d'arrêter ses opérations clandestines sans son autorisation. Moore répond que son prédécesseur lui avait tenu le même discours et qu'il lui avait donné la même réponse. Il la soutient pleinement. Après la réunion, l'assistante d'O'Brien lui montre une photo d'Henderson en Espagne. On confirme que Moore l'a envoyé là-bas. Alors O'Brien dépêche l'un de ses agents pour le surveiller. Pendant ce temps, Charlie et Inquiline retrouvent Mishka en piratant les caméras de sécurité d'un hôtel. Charlie part ensuite à Madrid et loge dans le même établissement. Il apprend que Mishka aime nager dans la piscine qui relie les 2 toits des bâtiments. En même temps, Henderson le traque dans la zone. Le lendemain, Charlie fabrique un dispositif qu'il cache dans l'hôtel. Ensuite, il suit Mishka au bar, sans savoir qu'Henderson est dans le hall. Charlie remarque un homme suspect au comptoir et comprend qu'il l'a déjà vu, preuve qu'il est suivi. Il en informe Inquiline par oreillette et elle confirme qu'il s'agit d'un agent de la CIA. Elle repère aussi Henderson et lui dit d'abandonner, mais Charlie veut continuer. Quand Mishka va à la piscine,